Un matin, le pays tout entier s'était réveillé dans le silence. Un jeune milliardaire, adulé par la jeunesse, venait d'être retrouvé mort dans son sommeil. Aucun poison, aucune maladie, aucune trace. Juste un corps sans vie, un sourire encore figé sur son visage comme s'il s'était endormi dans le bonheur. Les rumeurs s'enflammaient, trahison, jalousie, complot. Mais derrière les caméras, derrière les cortèges de voitures de luxe et les pleurs télévisés, il n'y avait qu'une vérité invisible, une vérité que seuls quelques initiés connaissaient. Avant cette fin mystérieuse, il y avait un jeune du quartier, un garçon simple qu'on appelait Charlie. À 18 ans, Charlie n'avait rien, si ce n'est ses bras pour travailler et ses jambes pour courir vers les fêtes du week-end. On le voyait sur les chantiers, le visage couvert de poussière, son rire bruyant cachant une fatigue amère. La journée, il portait des briques pour quelques billets. La nuit, il brûlait ce même argent dans la musique, les boissons et les danses folles. Mais Charlie voulait plus. Pas seulement boire. Pas seulement danser. Il voulait qu'on crie son prénom à l'entrée des boîtes, qu'on l'applaudisse comme une star, qu'on le respecte comme un roi. La frustration le rongeait. Ses amis le taquinaient, « Toi, tu veux trop briller, mais regarde ton sac de ciment. » Il riait avec eux, mais au fond de lui, il bouillonnait. Certains soirs, lorsqu'il n'avait pas assez pour suivre sa bande, il restait seul à la maison. Alors, son regard se posait sur l'armoire de sa mère malade. Il ouvrait, prenait quelques billets, les glissait dans sa poche. Le lendemain, il voyait la fatigue dans les yeux de sa mère, mais il préférait détourner le regard. Il se disait, « Un jour je serai si riche qu'elle oubliera ses petits vols. » Mais dans ce quartier poussiéreux, un murmure circulait. On disait que certains jeunes avaient trouvé un chemin vers la richesse, un chemin rapide, trop rapide. Charlie n'écoutait pas encore. Pourtant, sans le savoir, il marchait déjà droit vers ce chemin. À 18 ans, Charlie était déjà fatigué de vivre comme un homme trop vieux. Le matin, il se réveillait avec la douleur des briques portées la veille, et le soir, il s'habillait avec le même t-shirt repassé 10 fois pour rejoindre ses amis. Il s'asseyait au carrefour, parlant fort, buvant des sachets de gin, rêvant de boîtes de nuit. Les autres riaient, Charlie riait aussi, mais son cœur ne riait pas. Il savait qu'il n'était qu'un petit, un figurant dans une pièce où d'autres jouaient les rôles de stars. Chaque semaine, Charlie acceptait tout type de travail. Maçon, ouvrier, aide-plombier, même porter des seaux de sable sous le soleil brûlant. Il ne se plaignait pas, car il savait que l'argent du soir était l'entrée vers son vrai plaisir, la fête. Mais souvent, après tant de sueur, il ne gagnait qu'assez pour 1 ou 2 bouteilles de bière partagées. Et quand ses amis criaient, « Ce soir, on va montrer qui on est », lui se taisait. Il savait déjà que dans la boîte, ils allaient s'asseoir dans un coin sombre comme des figurants. Cette humiliation se collait à sa peau comme la poussière des chantiers. Quand il voyait des jeunes de son âge arriver en voiture brillante, les vigiles ouvrir la porte pour eux, les filles courir vers leur table, Charlie sentait son ventre brûler. Il ne voulait plus être spectateur. « Moi aussi, je mérite qu'on me respecte », murmurait-il dans l'ombre. Mais plus il pensait à ce respect, plus il se rendait compte de la distance qui l'en séparait. Il était pauvre, invisible, obligé de se cacher derrière le bruit des autres pour exister. Un soir, ses amis étaient prêts pour sortir. Charlie, lui, n'avait presque rien gagné cette semaine. Le rire s'était arrêté sur son visage. Alors il entra dans la chambre de sa mère malade. Elle dormait, la respiration lourde. Il ouvrit l'armoire doucement, les doigts tremblants, attrapa quelques billets et les glissa dans sa poche. En sortant, il se jura, « C'est la dernière fois. Après ça, je vais trouver une vraie solution. » Mais au fond de lui, il savait qu'il venait d'ouvrir une porte qu'il aurait du mal à refermer. Le lendemain, quand il regarda sa mère compter ses petites économies et soupirer, la honte le transperça comme une lame. Il détourna les yeux, ria trop fort dehors avec ses amis pour étouffer ce qu'il ressentait. Mais le poison était là, la frustration, l'humiliation, la rage d'être toujours celui qui tend la main. Dans son quartier, les grands disaient souvent, « Petit argent, petit respect. Gros argent, gros respect. » Ces mots résonnaient dans sa tête comme une malédiction. Et Charlie commençait à comprendre qu'il était prêt à tout pour sortir de cette prison invisible.
Les nuits de Charlie avaient toujours la même couleur, la fumée des cigarettes, la sueur de la danse et le goût amer de l'alcool bon marché. Mais ce qui frappait le plus, ce n'était pas ce qu'il avait devant lui, mais ce qu'il voyait au loin. Les tables des vrais riches. Là-bas, les bouteilles de champagne scintillaient comme des torchers, les filles criaient des prénoms, les vigiles s'inclinaient. Chaque arrivée était un spectacle. Et lui, assis dans son coin, sentait son existence se réduire à une ombre parmi les autres. Quand les projecteurs se tournaient vers une star de la nuit, Charlie voyait la différence. Ces jeunes n'étaient pas beaucoup plus âgés que lui, parfois même plus jeunes. Pourtant, on leur ouvrait la voie comme à des rois. Ils claquaient des doigts, et tout obéissait. Ils faisaient surgir des bouteilles qui coûtaient plus que tout ce que Charlie avait gagné en une année entière. À ce moment précis, Charlie comprit qu'il ne voulait pas seulement danser. Il voulait être vu, reconnu, respecté. Pas dans un coin. Pas comme un figurant. Mais comme celui pour qui la musique s'arrête. Chaque fois qu'il rentrait chez lui, l'image revenait, obsédante. Les cris, les flashs des téléphones, les filles qui se bousculaient pour être vues à la bonne table. Lui se couchait ivre, mais le cœur vide. Son miroir lui renvoyait toujours la même vérité, il était pauvre, il était petit, et dans ce monde, les petits n'avaient pas de nom. La jalousie se transformait en feu. Il en voulait à la terre entière. Pourquoi et pas lui? Pourquoi certains naissaient avec des clés d'or alors que lui devait voler dans la chambre de sa mère malade pour exister? Charlie commença à chercher. Dans les cybercafés, sur les réseaux sociaux, il tapait les noms de ces jeunes. Il découvrait leurs voitures de luxe, leurs appartements immenses, leurs voyages à Dubaï et New York. Chaque photo était une gifle. Mais au lieu de fuir cette douleur, il s'y accrocha. Il collectionnait leurs images, apprenait leurs habitudes, répétait leurs phrases devant son miroir. Il voulait leur vie, leur gloire, leur respect. Ses amis lui disaient, « Ce sont des enfants de riches, laisse tomber. » Mais Charlie ne voulait pas laisser tomber. Pour lui, c'était une question de vie ou de mort. La nuit suivante, lorsqu'il vit encore une fois une entrée triomphale dans la boîte, il sentit son cœur éclater. Un prénom fut crié, les mains s'élevèrent, les caméras brillèrent. Et lui? Personne ne remarqua son passage. Ce soir-là, il comprit que sa jalousie était devenue une obsession. Ce n'était plus un simple désir, c'était une faim. Une faim qui n'allait plus jamais s'arrêter tant qu'il n'aurait pas arraché le respect du monde. Il l'ignorait encore, mais cette faim allait l'amener sur un chemin où chaque victoire aurait un prix plus lourd que l'or. À 23 ans, Charlie apprit la nouvelle qui fit trembler toute la jeunesse dorée du pays. Un jeune milliardaire de 22 ans, star des boîtes de nuit, venait de mourir brusquement. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Les voitures de luxe roulaient lentement dans le cortège, les cris de douleur résonnaient, et la foule se pressait comme pour un roi tombé. Charlie n'arrivait pas à croire qu'un garçon si jeune, si puissant, puisse disparaître en une nuit. Il regardait les images en silence, fasciné, obsédé. Une seule question le brûlait, comment un jeune de cet âge avait-il pu vivre comme un dieu? Charlie décida d'aller lui-même aux veillées. Il n'était pas invité, personne ne le connaissait dans ce cercle, mais il se glissa discrètement parmi la foule. Les grands de la nuit étaient là, lunettes noires, chaînes en or, entourés de femmes en larmes. Charlie se fit tout petit dans l'ombre, tendit l'oreille. Les conversations coulaient comme des secrets interdits. Je lui disais de ralentir, il a voulu trop vite, voilà ce qui l'a tué, murmura un jeune. Un autre répondit, ce féticheur est puissant, mais si tu demandes trop, il finit par te rattraper. Charlie sentit son cœur s'arrêter. Ces mots tournaient dans sa tête comme un tambour. Féticheur, puissant, trop vite. Charlie ne savait pas s'il devait avoir peur ou espérer. Ce n'était plus une rumeur, c'était réel. Tous ces jeunes qu'il voyait briller dans les boîtes, ce n'étaient pas des héritiers, ce n'étaient pas des enfants de ministres. Ils avaient trouvé un autre chemin, caché, mystérieux, dangereux. Charlie sentait son corps trembler entre fascination et effroi. Une partie de lui criait, « N'y touche pas !» Mais une autre, plus forte, murmurait, « Voilà ta chance, voilà le raccourci que tu cherchais. » En quittant la veillée, Charlie marcha longtemps dans les rues silencieuses. Ses amis lui avaient toujours dit, « Ne te compare pas à eux,
ce sont des enfants de riches. Mais ce soir, il avait entendu la vérité. Ce n'était pas une histoire d'héritage. C'était une histoire de pacte. Et si un pacte pouvait donner autant de voitures, de voyages, de respect, pourquoi pas lui? Il se jura de trouver ce féticheur, de découvrir où il se cachait. Pour la première fois, il sentit que son rêve n'était plus une illusion. Il devenait un objectif. Cette nuit-là, Charlie rentra chez lui sans fermer l'œil. Il se revoyait dans la boîte, spectateur inutile, et il se revoyait aussi à cette veillée, entouré de ceux qui savaient. La différence entre eux et lui n'était plus une énigme. C'était une adresse. Un homme quelque part détenait le pouvoir de transformer les petits en géants. Le choc se transformait peu à peu en espoir brûlant. Charlie se disait, si je trouve cet homme, ma vie changera à jamais. Il ignorait encore que cette curiosité allait devenir la chaîne qui l'enfermerait pour toujours. Le soleil cognait fort sur le chantier ce jour-là. Charlie portait des briques, le dos mouillé de sueur, quand un ouvrier lança en plaisantant, si la vie continue comme ça, moi je pars à Masoko. Là-bas, les féticheurs font de toi un riche en une semaine. Les autres éclatèrent de rire, mais Charlie, lui, se figea. Le mot résonna dans sa tête comme un écho interdit, Masoko. Ce n'était pas la première fois qu'il l'entendait. Mais cette fois, il savait. C'était là que les portes de la richesse s'ouvraient pour certains et se fermaient pour d'autres. Toute la journée, il ne pensa qu'à ça. Les conversations à la veillée, les murmures sur le jeune mort, et maintenant ce nom, confirmé par un simple ouvrier. Masoko. Ce n'était plus un mythe, c'était une destination. Plus il y pensait, plus son cœur battait. Mais en même temps, une peur sourde montait. On racontait que Masoko n'était pas un village comme les autres. C'était un endroit de mystère, de sacrifice, de pacte qui changeait la vie à jamais. Les anciens disaient que ceux qui y entraient n'en sortaient jamais les mêmes. Charlie hésitait, mais son obsession l'étouffait déjà. Cette nuit-là, Charlie resta éveillé. Son esprit était un champ de bataille. Une voix murmurait, c'est dangereux, laisse tomber. Une autre rugissait, si tu n'y vas pas, tu resteras petit toute ta vie. Il pensa à sa mère malade, aux billets qu'il avait déjà volés, à la honte qui le rongeait. Il pensa aussi aux tables illuminées dans les boîtes, aux voitures de luxe qui faisaient trembler le sol, aux cris des filles qui acclamaient d'autres jeunes comme des rois. Ses mains tremblaient. Il avait peur, mais cette peur avait le goût d'une promesse. Au petit matin, il prit sa décision. Sa mère était partie à la prière. Charlie entra dans sa chambre, ouvrit l'armoire avec la même hésitation qu'un voleur devant un tombeau sacré. Il prit les quelques billets soigneusement pliés et les serra contre sa poitrine. Son cœur battait si fort qu'il croyait que le monde entier l'entendait. Puis il partit acheter un billet de bus, une seule direction, Masoko. Chaque pas vers la gare lui paraissait irréel. Ses jambes avançaient, mais son esprit flottait entre peur et excitation. Il savait qu'il venait de franchir un point de non-retour. Quand le bus démarra, Charlie regarda la ville s'éloigner par la vitre poussiéreuse. Son quartier, ses amis, sa mère malade, tout devenait petit derrière lui. Son ventre était noué, mais ses yeux brillaient. Il se répétait, je vais changer ma vie. Je vais revenir avec l'argent, avec le respect, avec tout. Pourtant, dans un coin sombre de son esprit, une voix chuchotait, et si tu ne revenais jamais? Le bus s'enfonça dans la nuit, vers un village où les rêves se payaient toujours plus cher qu'on ne l'imaginait. Quand le bus s'arrêta enfin à Masoko, la nuit avait déjà avalé le ciel. L'air y avait une odeur étrange, mélange de terre humide, de fumée d'encens et de quelque chose d'indéfinissable qui donnait des frissons. Les maisons en banco semblaient ployer sous le poids du silence. À mesure que Charlie avançait, il avait l'impression que chaque regard caché derrière une fenêtre l'examinait. Ce n'était pas un village ordinaire. Ici, même les chiens aboyaient d'une façon différente, comme s'ils reconnaissaient les étrangers. Charlie déglutit, mais son orgueil le poussait, il n'était pas venu pour reculer. Un vieil homme finit par lui indiquer la case d'un féticheur. La porte était recouverte de signes étranges, de coquillages suspendus qui tintaient au vent. Charlie frappa. Une voix rauque répondit, « Entre ». L'intérieur était sombre, éclairé par une lampe à huile. L'homme était assis au sol,
torse nu, la peau marquée de cicatrices rituelles. Ses yeux semblaient voir plus loin que la pièce. Il fixa Charlie un long moment, puis dit calmement, « Tu es trop jeune. Retourne travailler. Le temps et la patience donnent plus que la hâte. » Ces mots sonnèrent comme une gifle dans le cœur de Charlie. Charlie sentit une colère sourde monter. Comment cet homme osait-il lui parler de patience? Lui qui avait déjà passé sa jeunesse à porter des briques pour des miettes. Lui qui avait souffert de la honte, des moqueries, de l'humiliation. La rage couvrait sa peur. Il tapa du pied et lança, « Je ne suis pas venu ici pour des conseils. Je veux de l'argent, je veux la richesse, je veux qu'on crie mon nom. » Sa voix tremblait, non pas de doute, mais d'impatience. Dans son regard, il n'y avait plus qu'un désir brûlant, obtenir tout, tout de suite. Le féticheur soupira, secoua la tête, puis sortit une petite calebasse remplie de poudre rouge. « Les jeunes d'aujourd'hui, vous croyez que l'argent est un jouet, murmura-t-il. Mais Charlie insista, presque suppliant et menaçant à la fois, « Donne-moi ce que je suis venu chercher. Si tu refuses, je trouverai un autre qui acceptera. » Le vieil homme le fixa longuement, comme s'il pesait son âme. Puis il se leva lentement et dit, « Très bien. Tu auras ce que tu demandes. Mais sache, l'impatience ouvre toujours la porte au malheur. » Charlie esquissa un sourire arrogant. Le féticheur commença à tracer des signes sur le sol, la voix grave, psalmodiant des paroles que Charlie ne comprenait pas. La pièce s'assombrit encore, comme si la nuit s'était invitée à l'intérieur. Charlie se tenait droit, le menton relevé, persuadé qu'il avait enfin trouvé le chemin. Il ne pensait plus aux avertissements, ni à sa mère, ni à la peur. Son arrogance le rendait presque aveugle. Mais derrière chaque mot du féticheur, il y avait une menace invisible qui planait. Charlie ignorait qu'il venait de sceller sa propre descente, et que chaque seconde l'approchait de l'irréversible. La cérémonie commença dès le lendemain. Dès que Charlie entra dans la case du féticheur, une odeur forte d'herbe brûlée lui monta au nez. Sur le sol, des symboles étranges avaient été tracés avec du sang séché. Des tambours résonnaient au loin, lents, lourds, comme un cœur battant sous terre. Charlie s'assit au centre du cercle. Le féticheur fit couler un liquide noir sur sa tête, murmura des paroles gutturales, puis éteignit la lampe à huile. La pièce plongea dans une obscurité totale. Charlie avait peur, mais il resta immobile. Il s'était promis de ne pas reculer. La semaine fut longue. Chaque nuit, Charlie devait répéter des incantations, offrir des mèches de ses cheveux, marcher pieds nus sur des cendres brûlantes. On lui donna à boire une décoction amère qui brûlait sa gorge et brouillait sa vue. Les jours et les nuits se mélangeaient, il ne savait plus où il était. Mais à la fin du 7e jour, le féticheur parla enfin. Sa voix grave résonna comme une sentence, le pacte est scellé. À partir de demain, chaque matin, 1 million sera déposé sur ton lit. Mais sache ceci, la nuit, tu ne dois jamais dormir. Charlie sentit son cœur bondir dans sa poitrine. 1 million chaque matin? C'était plus que tout ce qu'il avait jamais rêvé. Mais aussitôt, l'avertissement fit naître un frisson dans son dos. Ne jamais dormir la nuit, sinon mourir dans son sommeil. La peur l'effleura, mais l'euphorie prit le dessus. 1 million. Il pensa aux bouteilles de champagne, aux voitures, aux regards des femmes. Que valait une nuit de sommeil face à ça? Sa respiration devint saccadée, ses yeux brillaient. La peur était là, mais elle s'écrasait sous le poids d'un désir plus fort que lui. Il leva la tête, fixa le féticheur et dit d'une voix ferme, « J'accepte. » L'homme le regarda longuement, presque avec pitié, puis répondit, « Tu as choisi ton chemin. Que ta bouche ne prononce jamais le mot fatigue, sinon tu seras emporté. » Charlie hocha la tête sans hésiter. Dans son esprit, il voyait déjà les applaudissements, les lumières, les caméras. Quand il sortit de la case, la nuit lui sembla différente, plus lourde, mais aussi plus prometteuse. Il avait l'impression que le monde venait de basculer, que demain serait le début d'une autre vie. Sur le chemin du retour, ses jambes tremblaient encore, mais son cœur battait d'un rythme nouveau. Il n'était plus le petit ouvrier des chantiers, il était celui qui avait signé avec l'invisible. Une peur sourde le suivait, comme une ombre, mais il la repoussa. « Je suis prêt, je vais régner, »
se dit-il en serrant les poings. Cette nuit-là, il ne dormit pas, le regard fixé sur le plafond de la case, attendant le matin comme on attend un miracle. Et quand le premier rayon du soleil perça la fenêtre, Charlie sut que rien ne serait plus jamais pareil. Charlie avait 24 ans quand il remit enfin les pieds dans son quartier. Les mêmes rues poussiéreuses, les mêmes visages fatigués, mais lui n'était plus le même. Il avait passé une semaine à Masoko, à affronter des rituels qui hantaient encore ses nuits. Pourtant, quand il ouvrit les yeux ce matin-là, il faillit hurler. Sur son lit, posé comme un cadeau venu du ciel, un sac gonflé l'attendait. Tremblant, il le saisit, l'ouvrit, à l'intérieur, 1 million, net, réel, scintillant. Ses mains transpirantes comptaient et recomptaient les liasses. Un rire nerveux jaillit de sa gorge. Il avait réussi. Son premier réflexe fut de courir vers le marché. Charlie, l'ouvrier famélique d'hier, marchait désormais comme un prince. Il acheta du riz en sac, de l'huile, des provisions en quantité. Les commerçants le regardaient avec étonnement. Personne n'avait jamais vu Charlie dépenser autant. De retour à la maison, il posa tout devant sa mère malade. Elle resta bouche bée. Les larmes aux yeux, elle leva les mains vers le ciel et dit « Merci, Seigneur, tu n'as pas oublié mon fils. » Charlie sourit, hocha la tête, mais son cœur battait fort. Il venait de lui mentir sans un mot. Voir sa mère heureuse lui arracha presque un sanglot. Il aurait voulu lui dire la vérité, confesser qu'il avait troqué son sommeil contre des billets. Mais il se contenta de la regarder sourire, les yeux brillants de gratitude. Une chaleur douce l'envahit, pour la première fois, il se sentait puissant, utile, capable d'offrir. Pourtant, derrière cette fierté se cachait un mensonge qui lui collait à la peau. Sa mère croyait à un paiement de chantier, une prime inattendue. Elle priait pour son avenir. Charlie priait seulement de ne jamais s'endormir la nuit. Le poids du secret commençait déjà à l'écraser. Charlie décida alors de jouer son rôle jusqu'au bout. Devant ses amis, il afficha l'air de celui qui avait décroché un bon boulot. Il inventa des histoires, parla d'un chantier bien payé dans un village éloigné. Son assurance nouvelle fit taire les doutes. Les regards changèrent, ce n'était plus le petit ouvrier quémandeur, c'était un jeune qui rapportait, qui dépensait. Charlie savourait chaque seconde de ce respect naissant. Il savait que ce n'était que le début. Le million du matin avait ouvert une porte. Et maintenant, il voulait l'enfoncer à coups de rêves encore plus grands. La nuit venue, Charlie resta éveillé, les yeux rivés sur son plafond. Le sommeil l'appelait, lourd, doux, irrésistible. Mais il se souvenait des paroles du féticheur, « Si tu dors la nuit, tu meurs ». Alors, il se força à rester assis, à marcher, à boire de l'eau, à se gifler. Quand enfin l'aube apparut, un nouveau sac reposait sur son lit. Plus lourd encore. Plus excitant. Charlie comprit alors que sa vie avait changé pour toujours. Mais au même moment, il sentit aussi le poids de la nuit lui tomber dessus comme une menace silencieuse. Le jour où Charlie décida d'organiser sa première grande soirée, le quartier entier le sentit. Les invitations circulaient comme un feu de brousse. Ce soir, c'est Charlie qui régale, criaient ses amis. Dans la boîte de nuit où il avait tant de fois été ignoré, les serveurs le reçurent comme un roi. À peine assis, il claqua des doigts, les bouteilles arrivèrent, une pluie d'étincelles jaillit, la musique fut interrompue. Tout le monde tourna la tête. Charlie, l'ouvrier discret d'hier, devenait soudain le centre de l'attention. Son sourire éclatait comme un défi lancé au monde entier. Les filles se pressaient autour de lui, certaines l'embrassaient sur la joue, d'autres filmaient pour leur réseau. Chaque geste de Charlie devenait un spectacle. Il débouchait une bouteille de champagne et d'1 million comme si c'était de l'eau. Les flashs des téléphones illuminaient son visage, et les stories se multipliaient, le boss, c'est lui. En quelques heures, son nom circulait sur toutes les lèvres. Ceux qui ne l'avaient jamais regardé 2 fois le saluaient avec respect. Ses amis, bouche bée, n'arrivaient pas à croire que c'était bien le même Charlie qui, hier encore, peinait à payer une bière. Charlie savourait chaque seconde. Il avait enfin ce qu'il voulait, les regards, les cris, le respect. Ses yeux pétillaient d'orgueil. Mais au fond, une petite voix murmurait déjà. Certains dans la salle riaient discrètement, d'autres chuchotaient en détournant les yeux.
Il fait trop de bruit pour rien, il dépense mais il vit toujours chez sa mère, c'est un petit qui joue au grand. Ces phrases n'atteignaient pas son sourire, mais elles déchiraient son cœur. Charlie avait goûté à la gloire, mais déjà, il se rendait compte que le respect était un monstre insatiable. Au lieu de reculer, Charlie choisit de répondre à ses critiques par la démesure. Il sortit son téléphone, filma la soirée et publia tout sur ses réseaux sociaux. On m'avait dit petit, regardez maintenant, écrivit-il en légende. Les commentaires explosèrent, compliments, jalousie, moqueries. Mais ce mélange le galvanisait. Plus on parlait de lui, plus il se sentait vivant. Il décida que chaque soir désormais serait une scène, chaque billet une arme contre ceux qui doutaient de lui. Son orgueil blessé se transforma en carburant, une rage sourde qui l'empêchait de s'arrêter. À la fin de la soirée, quand les lumières s'éteignirent et que ses amis, ivres, riaient encore, Charlie resta seul quelques secondes dans la salle vide. Le silence lui rappela cruellement la vérité, il n'était pas encore à la hauteur de ceux qui l'enviaient. Il avait fait du bruit, mais pas assez pour écraser les murmures. Et tant que quelqu'un, quelque part, pensait qu'il faisait semblant, son cœur ne connaîtrait jamais la paix. Il se jura alors que bientôt, plus personne n'oserait douter de lui. Mais pour cela, il lui faudrait plus qu'un simple million par matin. Les semaines passaient, et chaque matin, Charlie trouvait son million soigneusement posé sur son lit. Au début, c'était l'ivresse, il dépensait sans compter, il organisait des fêtes qui faisaient trembler son quartier. Mais très vite, ce million devint banal. Il voulait plus. Ses yeux se posaient sur les réseaux sociaux, sur les villas somptueuses, sur les jeunes milliardaires qui affichaient des sommes astronomiques. Un soir, après une fête où malgré ses bouteilles il fut éclipsé par un autre, Charlie rentra furieux. 1 million, ce n'est rien. Je veux 100 millions. Je veux qu'on me craigne, pas qu'on me compare. Sans attendre, il appela le féticheur. La voix grave résonna dans l'obscurité. Tu es déjà riche, pourquoi m'appelles-tu encore? Charlie répondit sèchement, ce que tu m'as donné est trop petit. Je veux 100 millions chaque matin. Un silence lourd suivit. Puis le féticheur éclata, tu ne sais pas ce que tu demandes. Mais Charlie insista, son ton mêlant arrogance et supplication. Alors le vieil homme lâcha la vérité, si tu veux 100 millions, il faudra vendre totalement ton sommeil. Tu ne pourras plus jamais dormir seul. Sinon, tu mourras. Ces paroles frappèrent Charlie comme une tempête. Ne plus jamais dormir seul? Il imagina les risques, la dépendance, l'angoisse d'être surpris par la fatigue. Mais l'image des villas et des voitures effaça vite ses doutes. Son cœur battait vite, partagé entre peur et avidité. Il se disait, je trouverai toujours quelqu'un. Des amis, des femmes, des fêtes. Dormir seul n'arrivera jamais. Plus il réfléchissait, plus l'interdiction ressemblait à une simple formalité. Et 100 millions, c'était une autre dimension. Ses mains tremblaient d'excitation. La tentation devenait trop forte pour être ignorée. Alors, Charlie prit sa décision. Sa voix claqua au téléphone, j'accepte. Donne-moi 100 millions. Le féticheur soupira, comme résigné devant l'avidité de la jeunesse. Souviens-toi de mes paroles, Charlie. Le sommeil n'appartient à personne. Un jour, il réclamera sa dette. Mais Charlie n'écoutait déjà plus. Dans sa tête, il se voyait entrer à la télévision, acheter des villas, imposer son nom comme une marque. Il croyait dompter les règles, alors qu'il venait de s'y enchaîner. Son ambition, comme un feu, dévorait tout sur son passage. Cette nuit-là, Charlie resta éveillé, impatient comme un enfant avant une fête. Il imaginait déjà la réaction de sa mère, les regards du pays entier. Quand enfin le soleil se leva, il trouva le sac. Cette fois, il était énorme, presque trop lourd pour être porté. En l'ouvrant, ses yeux se remplirent de lueurs folles, 100 millions en liasses serrées. Il éclata d'un rire qui résonna dans toute la maison. Mais au fond de ce rire, une promesse invisible se glissait déjà, tant qu'il resterait entouré, il serait invincible. Mais s'il s'endormait seul, tout s'éteindrait. Les rues vibraient à chaque fois que Charlie sortait. Ses voitures formaient un cortège interminable, moteurs rugissants, vitres teintées, klaxons hurlant comme pour annoncer un roi. Les foules s'arrêtaient,
Les enfants couraient derrière ses bolides, les téléphones s'élevaient pour filmer son passage. Charlie ne marchait plus, il défilait. Ses voyages devenaient des événements, un jour à Paris, le lendemain à Dubaï, puis retour pour une fête privée dans sa villa. Les gens ne parlaient plus que de lui. Charlie, le jeune milliardaire, Charlie, la légende vivante. Son nom résonnait désormais comme une marque gravée dans l'air. Les chaînes de télévision finirent par l'inviter. Devant les caméras, Charlie portait des costumes hors de prix, des montres scintillantes, et parlait d'un ton assuré. « Je suis dans la crypto, dans le trading, dans les affaires », répétait-il, le sourire calme d'un menteur aguerri. Les journalistes buvaient ses paroles, fascinés par son mystère. Mais en coulisses, ceux qui savaient se taisaient. Le pays entier voulait connaître son secret, et il le recouvrait de mensonges parfaitement huilés. Plus il racontait, plus il s'enfonçait dans une double vie dont il ne pouvait déjà plus sortir. Sa mère, elle, observait en silence. Chaque fois qu'elle voyait son fils à la télévision, elle gonflait de fierté devant le quartier. Elle disait, « C'est mon fils, regardez ce qu'il est devenu. » Mais le soir, seule, elle fixait ses prières plus longtemps que d'habitude. Quelque chose la dérangeait. Les histoires de Charlie changeaient trop souvent, ses voyages étaient trop soudains, ses dépenses trop folles. Elle se souvenait encore de la veille où il avait quitté la maison les poches vides et était revenu chargé comme un prince. Dans son cœur de mère, un doute s'installait. Charlie, lui, étouffait ce soupçon dans un océan de gloire. Il s'assurait que chaque jour soit un spectacle. Des événements fastueux, des fêtes grandioses, des photos en jet privé. Il partageait tout sur les réseaux sociaux, nourrissant une image d'homme d'affaires implacable. Il savait qu'il mentait, mais il se disait, le monde n'aime pas la vérité. Le monde aime les gagnants. Son orgueil le portait plus haut à chaque mensonge. Il avait bâti un personnage plus grand que lui, et ce personnage devait vivre, coûte que coûte. Même si Charlie, l'homme derrière la légende, commençait à se perdre. Pour le monde, Charlie était intouchable. Mais dans l'ombre de ses soirées et derrière ses sourires, il y avait toujours ce détail invisible, il ne pouvait jamais dormir seul. Il riait fort pour couvrir ce vide, s'entourait sans cesse pour oublier cette règle mortelle. Sa mère priait plus fort, sentant le danger sans pouvoir le nommer. Et Charlie, grisé, continuait de s'élever, aveuglé par l'écho de son nom dans chaque bouche. Pourtant, chaque cortège, chaque voyage, chaque interview l'éloignait un peu plus de la vérité, il n'était pas libre, il était prisonnier de sa propre gloire. La vie de Charlie était devenue un film permanent. Ses voitures de luxe s'alignaient comme une armée brillante, ses soirées explosaient en champagne, et ses maisons débordaient de femmes belles comme des mannequins. Ses amis? Ils se comptaient par dizaines, mais aucun n'était vraiment sincère. Tous restaient collés à lui tant que l'argent coulait. Charlie, lui, souriait, offrait, distribuait. Mais dans le secret de son cœur, il savait. Il savait que son empire reposait sur une condition invisible, ne jamais dormir seul. Ce n'était pas un détail, c'était une prison. Et chaque jour, cette prison se resserrait. Il ne dormait plus comme un homme normal. Ses nuits étaient des calculs. Dans les jets privés, il s'installait entre deux amis ivres pour fermer les yeux quelques minutes. Dans les villas de fête, il s'assoupissait sur un canapé entouré de rires et de musique. Même à l'hôtel, il invitait des femmes qu'il n'aimait pas, juste pour que son sommeil ait des témoins. Ce n'était plus un luxe, mais une nécessité vitale. Chaque instant de fatigue devenait une alerte rouge. « Si je ferme les yeux seul, je disparais », se répétait-il. Et ce mantra le hantait. La fatigue se transforma en paranoïa. Charlie craignait le moindre instant de solitude. Quand ses amis s'éloignaient, son cœur accélérait. Quand une femme quittait sa chambre, il se réveillait en sursaut. Il n'osait plus goûter au silence, car le silence signifiait le danger. Ses yeux rougis par le manque de repos, il se maquillait pour les caméras, affichant toujours un sourire impeccable. Mais à l'intérieur, il tremblait. Il vivait dans l'excès, oui, mais son excès cachait une peur constante, celle du sommeil qui rôdait comme un prédateur autour de lui, prêt à bondir au moindre faux pas. Pour étouffer cette peur, Charlie se jeta encore plus dans l'extravagance. Plus de voitures, plus de fêtes, plus de voyages.
Ces maisons devenaient des hôtels remplis d'invités permanents. Il ouvrait ses portes à tout le monde, non par générosité, mais par nécessité, il ne pouvait pas se permettre de rester seul. Chaque fête devenait une couverture, chaque femme une protection, chaque ami un bouclier. Il n'osait jamais dire la vérité, mais ses actions criaient son secret. Charlie ne vivait plus pour jouir, il vivait pour survivre. Et plus il dépensait, plus il se vidait de lui-même. Un soir, après une fête interminable, Charlie se retrouva seul quelques secondes dans sa villa. Le silence l'écrasa comme une main glaciale. Ses yeux se fermèrent d'instinct, et il sursauta, haletant, le cœur prêt à exploser. Il réalisa alors qu'il n'était plus maître de sa propre vie. Tout son empire, toutes ses gloires, toutes ses femmes n'étaient qu'un rempart fragile contre une mort qui l'attendait au tournant. Ce soir-là, Charlie comprit qu'il n'était pas un roi, mais un prisonnier en cavale. Et la fatigue qui s'accumulait chaque jour devenait l'ennemi qu'il ne pourrait jamais fuir. À 25 ans, Charlie vivait comme un roi en guerre. Ses soirées, déjà démesurées, devinrent monstrueuses. Il ne se contentait plus de remplir une boîte de nuit, il réservait des hôtels entiers, affrétait des jets privés pour emmener ses invités à l'étranger, offrait des cadeaux insensés juste pour choquer. Les factures atteignaient des sommes inimaginables, mais chaque matin, son sac de 100 millions était là. Pourtant, plus il dépensait, plus la pression grandissait. Car désormais, on ne parlait plus seulement de lui comme d'un riche. On le comparait. Et les comparaisons étaient des lames qui écorchaient son orgueil. Dans les médias et sur les réseaux, son nom circulait aux côtés d'autres milliardaires du pays. Charlie est impressionnant, mais il n'a pas encore atteint le niveau 2. Ces phrases le hantaient. Il n'était plus seulement question d'être respecté, il fallait être le plus grand. Chaque photo d'un rival en voyage, chaque vidéo d'un autre entouré de célébrités, lui rappelait brutalement qu'il n'avait pas encore gagné la guerre de l'image. Le luxe, pour lui, n'était plus un plaisir, c'était une arme. Et s'il voulait régner, il devait toujours tirer plus fort, plus loin, plus haut. Charlie commença à vivre dans une tension permanente. Derrière ses sourires aux caméras, son esprit calculait sans cesse, qui avait la plus grosse voiture, la plus grande maison, le plus grand cortège. Chaque critique, chaque comparaison déclenchait en lui une rage sourde. Mais au lieu de s'apaiser, cette rage l'épuisait. Ses nuits étaient déjà hantées par la peur du sommeil, désormais, ses journées étaient dévorées par l'angoisse de perdre son trône. Il avait rêvé d'être respecté, mais il avait oublié que le respect dans ce monde n'était jamais stable. C'était une guerre sans fin, et il était prisonnier. Pour étouffer cette anxiété, Charlie décida de repousser toutes les limites. Il organisa des fêtes encore plus grandes, des cortèges encore plus longs, des voyages encore plus insensés. Il payait des influenceurs, achetait des journalistes, tout pour que son nom reste dans toutes les bouches. Son obsession était devenue une mission, écraser toute concurrence, imposer son image comme un empire. Plus personne ne devait douter. Plus personne ne devait comparer. Mais dans cette course folle, Charlie n'écoutait plus son corps, ni son âme. Il ne voyait plus qu'une seule chose, le trône fragile de sa gloire. Un soir, alors qu'il rentrait d'une fête en jet privé, Charlie regarda son reflet dans la vitre. Ses yeux étaient rouges, son visage creusé, ses traits fatigués malgré les lumières du luxe. Il murmura, « Je suis le plus grand, je dois être le plus grand. » Mais pour la première fois, sa voix manquait de conviction. L'anxiété s'était insinuée comme un poison, la compétition le dévorait comme une flamme insatiable. Et dans ce silence entre deux villes, il comprit qu'il ne courait plus seulement après le respect. Il courait aussi pour échapper à quelque chose qui le suivait de près. New York brillait comme une constellation artificielle ce soir-là. Charlie avait réservé l'un des clubs les plus prestigieux de Manhattan, et son nom résonnait jusque dans les coulisses des DJ. Les bouteilles s'ouvraient par dizaines, les écrans géants affichaient ses initiales, et les influenceurs filmaient chaque instant. Le champagne coulait comme une rivière d'or, les cris s'entendaient jusque dans la rue. Charlie, vêtu d'un costume scintillant, levait son verre au milieu de cette tempête. « Je suis le roi », cria-t-il, et la foule reprit son cri. Mais derrière l'ivresse, son corps criait autre chose, une fatigue lourde, irrésistible. Aux premières heures du matin, il sortit du club escorté par un cortège de voitures de luxe. Sa Bugatti noire ouvrait la route,
suivi d'une dizaine de bolides rutilants. Les passants filmaient, abasourdis. Les gyrophares de la police, même, semblaient s'incliner devant son passage. Dans l'habitacle, Charlie riait, une coupe encore à la main, entouré de 2 jeunes femmes qui s'accrochaient à lui comme à un trophée vivant. La nuit de New York se pliait sous sa démesure. Mais derrière ses lunettes teintées, ses yeux clignaient plus souvent qu'à l'accoutumée. L'ivresse n'était plus seule. L'épuisement s'était invité dans la fête. Arrivé dans sa villa new-yorkaise, Charlie continua le carnaval. La musique résonnait à en faire trembler les vitres, les corps dansaient, les bouteilles explosaient encore. Mais dans son regard, une torpeur grandissait. Ses gestes étaient plus lourds, ses sourires plus mécaniques. Il avait l'impression que la pièce tournait, que le sol se dérobait sous ses pieds. Il tenta de repousser cette sensation, d'avaler encore une gorgée de champagne, de rire plus fort que sa fatigue. Mais cette nuit-là, pour la première fois, son corps refusait d'obéir. L'adrénaline, l'alcool, les nuits blanches accumulées, tout conspirait pour le faire céder. Les 2 femmes l'entraînèrent jusqu'à sa chambre. Allongé sur son lit immense, Charlie les attira à lui, cherchant encore à transformer sa fatigue en plaisir. Il voulait prouver qu'il dominait tout, même son propre corps. Mais à peine eut-il posé la tête sur l'oreiller que ses paupières devinrent lourdes comme du plomb. Les rires se transformèrent en murmures, puis en silence. Pour la première fois depuis son pacte, Charlie s'endormit sans témoin vigilant, sans foule, sans bruit pour le maintenir éveillé. Juste lui, ses conquêtes et ce sommeil interdit qu'il attendait depuis longtemps. Son souffle devint lent, paisible, presque enfantin. Dans la pièce encore parfumée de champagne et de sueur, il semblait enfin avoir trouvé le repos qu'il fuyait depuis des années. Mais derrière cette apparente tranquillité, une ombre invisible s'approchait. Car Charlie venait de commettre la seule erreur interdite. Cette nuit-là, il avait cessé de se battre contre le sommeil. Et dans l'abandon de son inconscience, il avait offert au pacte ce qu'il exigeait depuis le premier jour. Le silence s'épaissit, lourd comme une tombe. Au petit matin, New York allait découvrir que le roi de la nuit ne se réveillerait plus. Le matin, la villa new-yorkaise baignait dans un silence étrange. Les domestiques, habitués au vacarme des soirées de Charlie, s'inquiétèrent. La porte de sa chambre fut frappée, puis forcée. Et là, la stupeur tomba, Charlie, le jeune roi des nuits, gisait immobile dans son lit, les yeux clos, le visage apaisé. Pas de lutte, pas de cris, pas de blessure. Juste un corps endormi, qui ne se réveillerait jamais. En quelques minutes, la nouvelle parcourut la ville, puis le pays, puis le monde, le milliardaire de 25 ans est mort dans son sommeil. Les médias se jetèrent sur l'histoire comme des vautours. Les unes titraient « Mort mystérieuse, la jeunesse pleure son idole, un empire brisé dans la fleur de l'âge ». Des experts furent invités à la télévision pour débattre. Comment un homme en parfaite santé, sans antécédents, pouvait-il mourir ainsi? Certains parlaient d'empoisonnement, d'autres de surdose d'alcool. Les plus audacieux évoquaient même une malédiction. Mais tous s'accordaient sur une chose, la mort de Charlie était incompréhensible. Et cette incompréhension rendait le drame encore plus effrayant. Les rumeurs s'enflammèrent. On accusa d'abord les 2 femmes qui avaient passé la nuit avec lui. On dit qu'elles avaient mis quelque chose dans son verre, qu'elles l'avaient étouffé dans son sommeil. Mais les analyses médicales tombèrent, rien. Aucune drogue, aucun poison. Morte en bonne santé, déclara le rapport. Le pays entier resta bouche bée. Comment expliquer l'inexplicable? Les réseaux sociaux devinrent un champ de bataille, les uns criaient au complot, les autres à la punition divine. Mais derrière le bruit des foules, une femme, seule, vivait un chagrin que rien ne pouvait consoler. Sa mère s'effondra en apprenant la nouvelle. Elle, qui priait chaque jour pour protéger son fils, n'avait jamais imaginé le perdre ainsi. Dans sa grande maison offerte par Charlie, les larmes coulaient sans fin. Elle regardait les murs luxueux et murmurait « Seigneur, pourquoi m'avoir donné tout ça si c'était pour me l'arracher ?» Elle revoyait son fils enfant, courant pieds nus dans la poussière, puis adulte, lui promettant monts et merveilles. Et maintenant, il n'y avait plus que le vide. Sa fierté avait été remplacée par un deuil brutal, un gouffre sans fin. Pendant que les foules enterraient Charlie sous les chants et les larmes, sa mère se tenait droite,
mais brisée. Elle n'écoutait pas les discours, ni les hommages. Dans son cœur, une seule question tournait, de quoi est-il vraiment mort? Le mystère la dévorait plus encore que la douleur. Elle sentait que quelque chose lui échappait, quelque chose que personne ne disait. Et ce silence pesait plus que toutes les rumeurs. Le monde voyait un jeune milliardaire parti trop tôt. Elle voyait son fils, fauché par une main invisible. Une main que seuls quelques-uns connaissaient. Les jours passèrent, puis les semaines. Au début, le pays vibrait encore du nom de Charlie. Son visage était partout, sur les réseaux, dans les journaux, dans les discussions de rue. Mais peu à peu, l'écho s'éteignit. La vie continua. Un nouveau riche fit son apparition, organisant ses propres fêtes, distribuant ses propres billets, attirant les regards qui jadis étaient pour Charlie. Et comme toujours, le monde oublia. Celui qui avait cru graver son nom pour l'éternité n'était déjà plus qu'un souvenir brouillé, remplacé par un autre plus éclatant. La gloire s'évapore toujours plus vite qu'on ne croit. Dans sa grande maison, sa mère restait seule. Les invités avaient disparu, les caméras aussi. Le luxe autour d'elle ne faisait qu'accentuer le vide. Chaque pièce de marbre brillait comme un rappel cruel de l'absence. La nuit, elle s'asseyait souvent dans le salon, fixant le silence, et murmurait « Mon fils, qu'as-tu vraiment fait ?» Elle n'avait jamais cru totalement à ces histoires de crypto et de business. Elle avait pressenti quelque chose, mais jamais imaginé que ce mystère puisse lui voler son fils. Et désormais, elle devait porter ce doute comme une croix, jusqu'à son dernier souffle. Elle priait encore, mais ses prières avaient changé. Ce n'étaient plus des prières de gratitude, mais des prières de pardon. « Seigneur, pardonne-lui s'il a fait ce qu'il ne fallait pas, et pardonne-moi de n'avoir rien vu. » Chaque fois qu'elle passait devant sa photo, elle voyait le sourire éclatant de Charlie, ce sourire qui cachait tant de secrets. Et dans le silence de sa chambre, elle pleurait sans bruit. Car plus que la douleur de la perte, il y avait ce doute, et si son fils avait payé un prix qu'il n'aurait jamais dû payer? Loin de là, dans sa case reculée de Masoko, le féticheur, lui, ne priait pas assis en silence, les yeux fermés, il savait. Il n'avait pas besoin d'entendre les rumeurs ni de lire les journaux. Il avait toujours su que ce jour viendrait. Pour lui, le pacte avait simplement suivi son cours. Pas de victoire, pas de défaite, juste la loi des choses. Il n'éprouvait ni joie ni tristesse. Son rôle n'était pas de juger, mais de donner ce que les hommes demandaient, et de les regarder payer le prix. Ainsi se referma le destin de Charlie. Le monde vit un jeune milliardaire mort trop tôt. Sa mère vit un fils emporté par une force invisible. Le féticheur vit une dette payée jusqu'au bout. Et toi, lecteur, toi seul connais la vérité. Derrière les fêtes, derrière les villas, derrière les voitures, il n'y avait qu'un pacte simple, vendre son sommeil contre l'illusion de la grandeur. Charlie avait cru acheter la vie, mais il n'avait fait que louer le temps. Et quand le temps s'est écoulé, il ne restait plus que le silence, et une leçon gravée dans l'ombre. Charlie avait rêvé d'être reconnu, respecté, admiré. Il avait rêvé d'entendre son nom crié comme celui d'un roi, d'être entouré de femmes, de voitures et de luxe. Ce rêve, il l'a touché du doigt. Il l'a même vécu. Pendant un temps, Charlie a eu ce que tant d'hommes désirent, l'argent, la gloire, la puissance. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que dans ce monde, tout ce qui vient trop vite a toujours un prix. Et ce prix, il ne se paye jamais avec de l'argent. Charlie avait vendu ce qu'aucun billet ne peut remplacer, son sommeil. Sa paix intérieure. Sa liberté. Chaque champagne ouvert, chaque cortège de voitures, chaque fête démesurée n'était que des lumières fragiles destinées à masquer son vide. Car en réalité, il n'était pas libre. Il vivait avec une dette suspendue au-dessus de lui, une dette qu'aucune somme ne pouvait effacer. Et au moment où il crut être au sommet, cette dette l'a rattrapé. La richesse facile n'est jamais un cadeau. Elle est une chaîne dorée qui attire, qui enivre, mais qui finit par étrangler. Charlie pensait acheter la vie, mais il avait seulement loué un temps trop court. En échange de quelques années d'ivresse, il a perdu tout ce qui aurait pu donner un sens à sa gloire, l'avenir, l'amour vrai, la paix d'esprit. Cette histoire n'est pas seulement celle de Charlie. Elle est celle de tous ceux qui croient au raccourci,
de tous ceux qui veulent briller sans attendre, de tous ceux qui sont prêts à sacrifier l'essentiel pour l'apparence. La vérité est simple, rien n'est gratuit. Et le sommeil de l'âme, la paix du cœur, valent plus que l'or et les applaudissements du monde. Charlie nous laisse une leçon gravée dans l'ombre, mieux vaut marcher lentement vers un bonheur vrai que courir vite vers une gloire qui s'éteint.